de feu et moral magnifique. L'escadron combattra jusqu'au bout. Le 503e régiment du train, c'est un régiment qui a été créé, comme la plupart des régiments du train d'ailleurs, en Afrique du Nord, dans le sillage de la première armée française en 1943. Leur mission, c'était de soutenir l'armée française pendant toutes les grandes campagnes de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a fait la campagne d'Italie, ensuite il a débarqué en Provence et suivi la première armée française jusqu'en Allemagne. À la suite de quoi, il a été engagé en Indochine, puis en Algérie, avant de revenir en France, où il a été installé à La Rochelle, puis à Souges, et enfin il est venu s'installer ici, dans le Gard, en 2012. Son corps de métier et ses missions, c'est un régiment de logistique opérationnelle. Il s'agit d'amener la bonne ressource au bon endroit, au bon moment pour le soldat combattant de l'avant, de manière à ce qu'il ne manque jamais de rien pour remplir ses missions. Et ça s'étend depuis la zone des dépôts, c'est-à-dire depuis la France, jusqu'à la ligne des contacts face à l'ennemi. Ça représente 1200 personnes, 900 personnels d'active, 300 personnels de réserve, un taux de féminisation de l'ordre de 12%. Dans les services qui soutiennent le régiment au quotidien, on va trouver toutes les spécialités dont on a besoin pour fonctionner au quotidien. Alors ça va passer par les services ressources humaines, les services financiers, mais on va surtout y retrouver des organismes qui vont également nous permettre de nous engager au combat, c'est-à-dire notamment un atelier de maintenance régimentaire. On va trouver également un peloton cynotechnique dont la vocation est la protection et la détection. Allez hop! Debout! Enfin, nous avons en plus une fanfare, c'est spécifique à ce régiment. C'est un outil culturel important, historiquement parlant. Il n'y a pas d'armée sans musique, ça n'existe pas. Aussi loin que remonte la mémoire humaine, les Grecs eux-mêmes allaient à la guerre en chantant le péant. Et aujourd'hui, on a encore de la musique sur chacune de nos cérémonies militaires. La cérémonie des couleurs, c'est quelque chose que l'on fait une fois par semaine. Ça nous permet de nous regrouper au début de la semaine et de se rappeler le sens de notre engagement. Pourquoi nous sommes là et au profit de qui nous nous battons. Et pourquoi nous nous entraînons. C'est le seul moment dans la semaine où je vais pouvoir m'adresser directement à mes soldats. Et où le chef va parler directement jusqu'au dernier de ses subordonnés pour expliquer quelle va être la manœuvre de la semaine et des semaines suivantes. Attention pour les couleurs! Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang plus au dos de nos sires. Un régiment en temps de paix en France prépare des soldats à la guerre. Il prépare des soldats à l'engagement. Préparer un soldat à l'engagement, ça veut dire le préparer à tout type d'engagement, en tout temps, en tout lieu, et quelles qu'en soient les circonstances. Si on devait remonter quelques années en arrière, personne n'imaginerait la moitié des conflits qui aujourd'hui parsèment le monde. Ni l'endroit, ni la manière, ni la physionomie du combat. Tout ce que nous mettons en œuvre chaque jour dans un régiment des forces, et en 503e RT en particulier, vise un seul et unique but, c'est disposer d'un outil de défense efficace, capable également de survivre dans un contexte opérationnel très difficile, dans le but unique de défendre nos concitoyens et les couleurs françaises. Allez, bonjour à tous. Donc, ce matin, on va attaquer un nouveau challenge. Vous avez un HK par personne, un sac à dos pour le groupe. Je vous donne les points clés. Je vous laisse quelques minutes à l'issue, on attaquera le challenge. Le challenge de ce matin est un challenge inter-escadron qui vise à mettre une émulation au sein du régiment. L'objectif, c'est d'amener les personnels à se dépasser. Plus ils vont loin mentalement sur ce type d'exercice, plus ils seront capables de restituer ce type de douleurs, de contraintes mentales, etc. Sur un théâtre d'opération. C'est bon? C'est bon. Départ dans 3, 2, 1, go, c'est parti! Allez! Allez, 2! Ils savent l'objectif final. L'objectif final n'est pas de faire un circuit, de ramper d'un bout. L'objectif final, c'est vraiment de se dépasser collectivement. Personne n'est laissé à l'abandon. Celui qui est plus sans difficulté, on va l'aider pour être meilleur. Allez, vas-y. Les difficultés sont croissantes tout au long du parcours parce que la fatigue s'installe. Allez, on y va! Allez, faut recouler devant, on y va, allez! Sur ce type d'activité, mon rôle ne sera pas d'intervenir en direct, mais par contre de faire un débrief à l'issue de l'activité, leur faire remonter leurs points positifs et leurs points négatifs,
Le but, c'est pas de rester sur un échec, c'est de se dire voilà, j'ai échoué sur tel atelier ou j'ai fini derrière tel escadron, pourquoi? Après, il y a des obstacles plus difficiles que d'autres, notamment les obstacles individuels où ils ne peuvent pas céder justement, avec un sac de 20 kg, un casque lourd et un armement factice. C'est compliqué, c'est une volonté de notre part justement, de les amener encore plus loin dans l'aguerrissement. Je peux très bien les faire courir en lice, sans équipement, mais c'est moins intéressant, ils vont aller moins loin dans leur retranchement. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que la finalité, ça reste la mission, ça reste l'opérationnel. En opération, on ne fera pas le distinguo entre une femme et un homme. C'est la même difficulté pour tout le monde. On voit qu'ils arrivent à se surpasser, et notamment sur les obstacles où ils sont en difficulté, le groupe les aide à franchir cet obstacle, comme ça peut être le cas sur un théâtre d'opération extérieur. Je connais du coup les contraintes qu'on peut ressentir sur ce type de parcours, j'ai fait de nombreuses fois. Je vois là où je suis allé, je vois là où j'ai été capable d'aller en me dépassant, donc je sais le point que peut atteindre le personnel. Donc si on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir quelle est la vraie limite en fait. Il doit avoir conscience de la finalité de nos missions, c'est pas seulement un entraînement, c'est pas seulement partir en opération pour partir en opération. Il y a une vraie finalité derrière tout ça. Il faut 3 mois pour former un jeune combattant. C'est progressif via justement ce genre d'activité pour qu'il puisse apprendre et découvrir les particularités de notre état de militaire. Écartez les pieds. Bonjour, bienvenue au bureau maintenance et logistique du 503e régiment du train. Vous vous trouvez ici au cœur du bureau maintenance des véhicules qui vont opérer dans le cadre de la mission majeure du régiment, à savoir les transports. Donc vous trouvez ici essentiellement des camions de tout type, puis quelques véhicules de soutien logistique qui sont mis à disposition des unités. La maintenance des véhicules du régiment est réalisée dans nos ateliers et le régiment soutient une gamme d'environ 350 véhicules. Nous avons ici 45 mécaniciens pour soutenir l'ensemble de cette flotte. Une partie, bien entendu, est externalisée, néanmoins, l'essentiel se réalise ici. Globalement, on arrive à traiter une dizaine de véhicules par semaine. Donc si on lisse sur un mois, une trentaine de véhicules. Ici, la grue Liebherr. Cette grue Liebherr, c'est un moyen unique au régiment, particulièrement sensible pour nous, puisqu'il est utilisé d'une part pour traiter du conteneur, charger des conteneurs ou les décharger sur des camions, mais également pour les trains, puisque les armées, pour le transport de gros volumes, utilisent la voie ferrée. Cette grue Liebherr d'une capacité de 50 tonnes demande une connaissance très minutieuse de sa technologie. Nous avons quelques mécaniciens spécialisés dans le domaine. Néanmoins, cette formation demande un recyclage régulier afin de conserver cette capacité de maintenance. Aujourd'hui, cette grue, elle est rentrée pour un entretien annuel. Là, environ, on a une maintenance de 3 à 4 jours dessus. Et mon but, c'est de constater et de faire remonter tout problème qui va jouer sur la sécurité du conducteur ou du grutier. Ça me permet de me mettre au défi, voir si je peux relever tout type de situation de maintenance sur ma carrière aujourd'hui. Les mécaniciens que nous avons ici sont en mesure de travailler sur les théâtres d'opération partout où l'armée de terre peut être projetée. Le même mécanicien, peut-être dans un mois, devra travailler au milieu d'un terrain complètement vague pour travailler sur un véhicule qu'il ne connaîtra pas nécessairement. Il doit être en mesure de dépanner, quel que soit le véhicule, les camarades qui sont déployés avec nous sur le théâtre d'opération, et cela, quel que soit le lieu sur la planète. On vient de faire un essai routier pour savoir si tout fonctionnait bien et tout ce qui est crabotage, blocage différentiel du VAB. Et on a eu un petit problème sur le décrabotage, c'est pour ça que j'ai fait la manip en tournant les roues à vide. En le faisant basculer un peu avec le poids du corps sur la roue, on arrive à lui faire croire qu'il est sur un terrain meuble et du coup on a pu réenclencher le crabotage. On l'entretient assez souvent. L'avantage c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup d'électronique, donc il ne tombe pas souvent en panne. Il est très résistant. Je suis le sergent-chef Jean, on se trouve actuellement au 503e régiment du train sur le terrain d'entraînement de l'élément cynotechnique de détection et notre mission principale est la protection des installations militaires. Au sein de l'institution, tous les militaires cynotechniciens passent par une formation de base, une formation de spécialité et ensuite ils apprennent à devenir cyno. Ils sont donc affectés en unité, ils ont un chien qui leur est affecté. Leur cursus de formation n'est validé qu'à partir du moment où ils valident également des tests d'évaluation avec leur chien. Assis. Reste. Le dressage cyno, le principe de base c'est quoi? C'est prendre une action, une attitude naturelle chez le chien et en fait lui faire comprendre qu'on veut
qu'il fasse cette chose-là au moment où nous on l'a décidé. La méthode de base, non coercitive, allez hop, ça va consister à trouver la bonne motivation pour le chien. Donc ça peut être la balle, le boudin, la croquette, l'amour du chien. Une fois que vous avez défini le bon objet de motivation du chien, vous allez appliquer sur le chien un certain nombre de moyens de contrôle et tenter par différentes méthodes avec l'environnement, le matériel, faire réaliser au chien l'action qui vous intéresse. Debout, reste ici là, on vient pas voir papa, reste. Et vous allez marquer le moment où il va réaliser cette action par une action de récompense. Oui, bien ma grande. Le chien va essentiellement fonctionner par un principe d'association d'idées. Il va comprendre que parce qu'il a fait ça à ce moment-là, il a été récompensé. De là, vous ajoutez les principes de fréquence et de récence. On va reproduire l'action régulièrement, de façon simple. Et en fait, le chien va comprendre au bout d'un moment que, ok, ben, quand papa me dit de m'asseoir et qu'il prononce le mot assis, le chien comprend que, et vous avez vu son attention, comprend qu'à un moment donné, sa récompense peut apparaître. Donc le prochain exercice, c'est l'exercice de quête. Il y a différents objets de motivation qui vont être placés au niveau des caches qu'on vous observez sur le terrain. L'objectif, c'est faire comprendre au chien que sur ordre du maître, il doit se détacher du maître et aller effectuer une reconnaissance de l'obstacle. L'intérêt, c'est d'apprendre au chien à, sur ordre, prête à la cache. Va vérifier ce qui se passe là-bas. S'il n'y a rien, tu reviens me voir, on enchaîne. S'il y a quelque chose, tu aboies. S'il ne se passe rien, le chien scanne, vérifie qu'il n'y a rien, revient à son maître pour poursuivre la recherche. Si le chien trouve quelqu'un, il est censé donc faire ce qu'on appelle une garde au ferme. Il va maintenir l'individu en respect, aboyer pour faire comprendre au maître « Papa, j'ai trouvé quelqu'un ». De là s'ensuit deux hypothèses. Si l'individu tente de fuir, le chien le mord. Si l'individu est coopératif, le chien continue à aboyer. On est sur un travail d'au moins 2 ans pour obtenir une finalité complète. Je ne parle pas que de cet exercice-là. Il y a après les exercices de recherche chien en liberté, recherche chien en laisse, frappe muselée, discipline obéissance, mordant, l'accoutumance au milieu, le tir, les évaluations techniques, les missions sur le territoire national, les missions à l'étranger. Donc on a un planning bien rempli. Postez-vous bien, on écoute bien les ordres des chefs de groupe et des chefs d'équipe. Donc on ne se précipite pas, on ne prend pas d'initiative, on donne les ordres comme il faut. Aujourd'hui l'exercice en fait, c'est du secourisme au combat, s'entraîner à avoir les gestes réflexes pour pouvoir secourir leurs camarades s'ils sont blessés en opération extérieure. Pour que lorsque ça arrive dans la vraie vie, ça devienne mécanique. Si on est stressé nous, on n'imagine pas le stress du blessé en conséquence. La chose que je leur dis sans arrêt, c'est soigner la personne comme vous aimeriez qu'on vous soigne. J'incorpore des blessures à certains de leurs camarades sans qu'ils sachent quel type de blessure ça va être. Là, ça va être une blessure qu'on appelle un pneumothorax. Donc tu vas avoir du mal à respirer et du coup tu vas avoir une respiration assez sifflante. Okay, voilà, exactement. S'ils te mettent en position allongée, ça te rend encore plus de mal à respirer parce que ça va appuyer sur ton poumon. Et pour leur faire comprendre, dès qu'ils te mettent en position semi-assise ou assise, ça va soulager tes poumons. Mais tant qu'ils ne te font pas ton fameux pansement, et ben, tu ne récupères pas de respiration normale. D'accord. Je les laisse dérouler leur exercice du début jusqu'à la fin. Et à la fin, on fait un débrief de ce qui s'est passé, de ce qui a été bon et de ce qui a été mauvais. Le fait qu'il n'y ait pas une vraie menace, certains personnels ont du mal à se conditionner. Parce qu'un vrai blessé, qu'on ait les mécanismes ou non, ça reste quelque chose de stressant. Car ce n'est pas seulement un soldat qui est blessé, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui on est en mission depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et le fait de le voir blessé, le fait de le voir crier, c'est quelque chose qui nous touche comme si c'était un membre de notre famille. Contact à droite! On va terre! Pick and run! Attends! 3, 2, 1, pick and run! Allez! Cochon, qui c'est? Un malo? Bon les jambes. 10! Bravo pour nous! Le personnel blessé, plaie soufflante, faut aller en zone safe pour nous faire le... Allez, passe par le côté, les gars! On décale en zone safe. Le fait que ce soit des gestes mécaniques, ça permet que même avec le stress, on réussisse à faire ces fameux gestes. T'as vérifié si elle était sortie derrière ou pas? Et le fait qu'ils travaillent en binôme aussi sur leurs camarades permet de pouvoir s'entraider sans qu'il y ait de période de blanc. Lorsqu'on s'occupe d'un blessé, suivant le type de blessure, chaque seconde peut compter. Une hémorragie, c'est la première cause de décès en opération. Et la moindre seconde perdue, c'est peut-être ce qui va causer la mort de notre camarade malheureusement. Donc la victime est toujours consciente. Okay. Il y a toujours une partie de pression. On peut être très bon pendant l'entraînement et lors d'une réelle attaque ou d'une réelle blessure, ne pas savoir comment réagir en tant que sauveteur. C'est important justement maintenant de travailler à plusieurs, qu'il n'y ait plus un seul secouriste sur une personne. Comme ça, si cette personne perd des notions ou
ou est un peu perdu dans ses propos, etc., une seconde personne peut intervenir et puis rattraper le coup en fait. Se décroche en même temps que nous. Allez, en avant. Sur terre, allez. Allez, devant. Allez, top, c'est bon.